Aujourd'hui, on va entamer le troisième cours de la parasitologie, intitulé les schistosomoses. Avant de commencer, on va faire un petit rappel des helminths. Alors, pour les helminths qui sont des vers parasites, on a deux types. Les némathelminths qui sont des vers ronds et les plathelminths qui sont des vers plats. Cette catégorie est subdivisée en deux types, les cystodes qui sont segmentés et les trématodes qui sont non segmentés. Pour les trématodes aussi, on a deux types, les fascioloses et les schistosomoses qui sont notre cours d'aujourd'hui. Pour la définition, ce sont des trématodoses de l'appareil circulatoire et principalement du système veineux. Elles sont dues à des parasites appartenant au genre Schistosoma ou Bilharzia, dont l'évolution nécessite le passage par un hôte intermédiaire, qui est un mollusque gastéropode aquatique strict. Se manifeste sur le plan clinique par des troubles variables selon la localisation des parasites, d'ordre intestinal, vésical et hépatosplénique. Pour la répartition géographique, donc ce parasite se répartit généralement dans les pays tropicaux et subtropicaux, et là où il y a des cours d'eau, et bien sûr où vivent les mollusques gastéropodes qui sont l'hôte de ce parasite. Maintenant, passons à l'épidémiologie. Alors, les schistosomes sont des parasites dioïques, veut dire à sexe séparé, qui est une exception chez les trématodes qui sont des parasites hermaphrodites. Les schistosomes mâles, dont la taille est de 8 à 15 mm, sont aplatis et la paroi du corps se relie pour former le canal gynécophore, s'étend jusqu'à l'extrémité postérieure. Pour les schistosomes femelles, dont la taille est plus grande que les mâles, de 12 à 35 mm, sont filiformes et se logent juste pour l'accouplement dans le canal gynécophore. Les deux individus possèdent deux ventouses, buccales et ventrales. Leur tube digestif est incomplet avec un œsophage relié à un cécome non ramifié. Les testicules ainsi que les ovaires sont situés surtout dans la partie antérieure au niveau de la bifurcation de l'œsophage. Pour l'hôte intermédiaire, on a déjà dit que c'est un mollusque gastéropode aquatique strict et qui meurt en dehors de l'eau. Maintenant, pour le cycle évolutif, une fois dans le milieu extérieur, les schistosomes ne vont se développer que dans l'eau. Le cycle évolutif est hétéroxène, avec deux phases endogènes séparées par une phase exogène. La première phase endogène correspond à la ponte de l'œuf et son élimination dans le milieu extérieur. La deuxième phase est exogène, comporte trois stades. Le premier stade, c'est l'éclosion de l'œuf en milieu aqueux et l'infestation de l'hôte intermédiaire. Le deuxième stade correspond à la multiplication et la maturation de parasites chez l'hôte intermédiaire, avec deux générations de sporocytes. Enfin se forment des cercaires qui se libèrent du gastéropode. Ces cercaires sont pourvus d'un appendice caudal bifurqué, sont appelés furcocercaires. Le troisième stade correspond à la vie libre des furcocercaires dans l'eau, jusqu'à leur pénétration active par voie percutanée ou transcutanée. La deuxième phase endogène, depuis le passage actif à travers la peau et la transformation du furcocercaire en schistosomules, ces dernières circulent dans le sang et gagnent leur localisation élective. Pour les espèces, ce parasite présente quatre types. Le premier type, le Schistosoma hematobium, l'agent de la schistosomose génito-urinaire ou vésicale. La femelle fécondée quitte le foie et migre vers la région péri-vésiculaire où elle va pondre des œufs de grande taille avec une épine vulnérante polaire. Et grâce à cette épine, elle va se fixer sur l'endothélium vasculaire. À cause de la pression et par balancement et dû à la coquille hérissée, l'œuf va se trouver dans la vessie et sera donc évacué dans les urines. Le Schistosoma hematobium est une espèce anthropophile stricte. Le deuxième type, c'est le Schistosoma monsoni, agent de la schistosomose africain ou la schistosomose intestinale. La femelle quitte le foie vers les capillaires mésentériques, où elle pond des œufs plus ou moins ovoïdes. L'épine vulnérante se trouve dans l'un des deux côtés latéraux.
Elle est également hérissée et par balancement, elle se retrouve dans la lumière intestinale. Donc, on la trouve dans la matière fécale. Le troisième type, c'est le schistosoma japonicum, l'agent de la schistosomose artério-veineuse ou la schistosomose intestinale. Le parasite devient adulte dans le foie. La femelle fécondée va soit au niveau des capillaires mésentériques, soit au niveau des artérioles pulmonaires. L'œuf de ce genre est le plus petit de taille et on a le même principe que le schistosoma mentionné, donc l'élimination des œufs est par la matière fécale. Le quatrième type, c'est le schistosoma intercalatum, l'agent de la schistosomose rectale en Afrique occidentale. Et c'est l'espèce la moins répandue. Pour les sources de parasites, seul le schistosoma hematobium, qui est une espèce anthropophile. Les autres espèces sont zoophiles. Et tous les autres réceptifs dispersent les œufs dès la fin de la période prépatente. Et ceci en rapport avec les biotopes favorables à l'évolution de parasites. Pour l'infestation, s'accomplit par passage à travers la peau des furcosarcaires. Ce passage se réalise par immersion d'une partie ou de tout le corps dans une eau infestée. Exemple, les rizières en Extrême-Orient, les lacs, etc. L'infestation pourrait se faire aussi par absorption d'eau contaminée ou lors d'une manipulation au laboratoire sans protection. Les facteurs de réceptivité sont liés surtout à l'âge. Maintenant, passons à l'étude clinique. Alors, la période d'incubation de la schistosomose génito-urinaire est jusqu'à 6 mois silencieuse. Pour les signes cliniques, on a surtout l'hématurie et aussi une toxi-infection, la fièvre et les vomissements. Pour le schistosoma intestinal, l'incubation est courte, maximum 3 mois. Pour les signes cliniques, chez les primo-infestés, on a un tableau de toxi-infection qui ressemble à une ambiase aiguë. Pour la schistosomose artério-veineuse, c'est la forme la plus grave, puisque le parasite est le moins spécifique. L'incubation est très courte, en moyenne 1 à 8 jours. Pour les signes cliniques, au début, on a des symptômes de toxi-infection, puis des infiltrations odémateuses, enfin des signes hépatospléniques. Pour le dernier type, qui est la schistosomose rectale, le tableau clinique ressemble à une schistosomose intestinale, avec souvent des polypes rectocoliques plus fréquents. Après la symptomatologie des 4 types, on a maintenant le diagnostic. On a le diagnostic clinique qui repose sur les données cliniques, mais surtout épidémiologiques, et on a le diagnostic biologique. Dans le diagnostic biologique, on a le direct et l'indirect. Le direct, c'est la mise en évidence des œuvres caractéristiques par un prélèvement d'urine de 24 heures dans le culot de sédimentation pour les schistosomoses urinaires et par corpuscopie après préparation du malade pour les formes intestinales. Pour l'indirect, on a le diagnostic non spécifique et le diagnostic spécifique qui est la sérologie. Soit par des techniques simples qui sont les réactions péricercariennes ou périovulaires qui sont des méthodes qualitatives. Ou par des techniques élaborées sont les méthodes de marquage principalement l'ELISA afin de quantifier les anticorps. Et on va finir par le traitement. Donc on a beaucoup de composés comme le néridazole, l'oltiprase, métrifonate, oxamniquine, actifs seulement sur le schistomiasis intestinal. Et actuellement, seul le praziquantel est le produit actif sur les 4 espèces. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.